Donc, on va poursuivre notre petite investigation sur le sujet de la peur. Et cette fois, j'aimerais que vous alliez regarder l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que vous avez comme info? Tout de suite sur des programmations informatiques, en programmation artificielle. Ok. Mélanie? Alors, oui, vas-y, moi, je sais ce que c'est l'ingénierie sociale, donc c'est peut-être pour ça que j'ai été directement sur ce point-là, sans définition générale. Ok, mais il y a ça, mais pas que. Mélanie? En première image, j'ai comme une boîte, enfin un générateur d'énergie, et de cette énergie sort tout un champ de peur, champ de peur, enfin comme si c'était généré artificiellement, un champ d'énergie ou un égrégore pour venir s'infiltrer et impacter l'être humain. Ok. Mathieu? Je suis amené dans une église, parce que apparemment ça peut être intéressant de le voir à d'autres temps dans l'histoire. Très bien. C'est comme si ce que nous on a, donc la télé aujourd'hui, étaient les tableaux dans les églises à l'époque, et comment ça a été utilisé. En ce moment, parce qu'il y a plein de mots qui arrivent, par exemple tabernacle, je crois que c'est quelque chose des Canadiens en fait, c'est quelque chose dans une église. C'est quoi? Je sais pas. Ça me parle de... Un tabernacle? C'est, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, mais je vais te valider ça, c'est comment dire, la petite niche dans laquelle on pose tu sais, la coupe et les hosties au moment de l'Eucharistie. Voilà, le curé va chercher. En tout cas, ça me parle je crois, de cela, de toutes les conventions à l'intérieur d'une église, si tu veux, qui créent justement un éloignement entre la pratique, la vraie pratique, est-ce qu'on pourrait appeler une obéissance ou une... Tu vois, je vois, c'est marrant, ça doit être un prêtre qui explique avec les tableaux. Et il explique, bah voilà, c'est ça, nous on est ici, là tu vas au-dessus. Et ça crée un décalage entre la réalité et l'expérience ou la réalité. Ouais, il y a quelque chose qui... Il y a un décalage qui se crée. Alors, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que l'ingénierie sociale, il y en a un qui a donné une sorte de définition et qui dit l'important n'est pas le réel, mais la perception du réel. C'est, voilà. Et en fait, la manipulation, entre guillemets, est dans cette perception du réel. Ouais, bah c'est ça en fait. C'est exactement le décalage, tu sais, le petit décalage qui fait toute la différence entre la réalité et l'image qu'on a de cette réalité. Alors, est-ce que les filles, intervenez si vous voulez, voilà, si vous avez des compléments. Quand est-ce qu'intervient l'ingénierie sociale? Et par qui et pourquoi? Alors déjà, quand? Puisqu'on t'invite à remonter le temps, Mathieu. Je vais très loin. Ouais. Oui, ça va très loin en fait. Ouais. On me dit que tout être vivant sur Terre répond naturellement à un programme qui lui est propre. Et ce programme fonctionne avec normalement. À partir de l'origine, ce programme était là pour faire la vie sur Terre équilibrée. Et à partir du moment où des êtres, on va rester large, ont pris conscience de ces programmes et de la capacité à agir sur le programme naturel de chaque être, il y a une manipulation qui a pu être faite. Et donc, il y a une manipulation qu'on connaît, mais qui est de l'ordre biologique. Mais on retrouve ces programmes dans le champ énergétique. Et d'où viennent ces programmes? Alors, c'est des programmes qui sont naturels.
qui font qu'un herbivore va manger de l'herbe, va digérer, va se reproduire. En fait, là, tu es en train de me parler de la constitution de base, c'est-à-dire les programmes de base, en fait, Oui. d'un... D'accord, ok. De tout être vivant sur Terre. En fait, ça me montre ça pour expliquer de quelle façon une intervention extérieure peut agir sur ces programmes, parce que donc on a des programmes biologiques, mais aussi des programmes qui se trouvent dans le champ énergétique. Et notamment, si j'avance rapidement sur l'être humain, au niveau du corps mental. Alors effectivement, là aussi, c'est intéressant ce que tu dis, Julie, parce que l'être humain répond à des programmes qui sont dans cette fameuse pyramide de Maslow, qui sont les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi et besoin de réalisation de soi. Voilà, ça c'est la pyramide de Maslow. Et effectivement, l'être humain est à ces programmes-là en lui. Il est constitué de ça. Ce qu'on me montre sur la pyramide, c'est que en fait, dans le corps humain, quand tu me les cites, moi ce que je vois, c'est une constitution de corps humain au fur et à mesure que ça monte, que le corps humain prend une certaine densité, une certaine richesse dans sa constitution. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un besoin qui apparaît et qui est satisfait, l'être humain grandit dans son évolution. Et oui. Et c'est là où c'est intéressant parce que justement, l'ingénierie sociale va quelque part saboter en fait et faire plafonner l'être humain. Et là, en l'occurrence, avec tout ce qui vient de se passer, aux besoins de sécurité. Oui. Et il ne pourra pas accéder, mais bon, ça on va le voir plus tard. Oui, Julie, vas-y. Oui, juste on me montre la différence, je suis sur les animaux là, entre un loup et un chien. Et on me montre que sur le chien de fréquenter l'homme, on lui a créé justement une de ces pyramides, de ces tranches de pyramide par rapport à l'affection. Ce qui fait qu'un chien à qui tu enlèves l'affection va le mettre dans un mal-être. Alors que le loup, qui n'a pas eu ces strates de fait, tu ne peux pas lui enlever l'affection parce que ça n'existe pas chez lui. Et donc en fait, la création de ces strates, là, de ces différents étages, c'est à double tranchant. C'est-à-dire ça a permis une évolution de l'être humain dans sa constitution, dans sa compréhension du monde, dans son fonctionnement, ses capacités. Et en même temps, c'est ce qui fait son talon d'Achille. C'est-à-dire que ça le permet. Ça permet la manipulation, du coup. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut... Ça impose une manipulation beaucoup plus complexe que sur un chien où tu lui supprimes l'affection et hop, il est traumatisé. Que chez l'être humain, il y a une possibilité de techniques beaucoup plus fines et finalement beaucoup plus imperceptibles parce que la plupart des humains sont ne sont pas connectés à tous ces étages de la pyramide. Même s'ils existent, ils n'en ont pas forcément conscience. Mais est-ce qu'on peut dire que dans leur programme de base, il y a effectivement tout ça? Toute cette pyramide-là, oui. C'est un potentiel. Il y a quelque chose. Moi, je vais rebondir parce que je suis sur le même domaine que Julie. Moi, j'avais cette notion de début d'hiérarchisation dans les groupes. Et donc, ça montrait la hiérarchisation, je suis encore avec les loups. Et en fait, il n'y a pas de notion de supérieur, mais chacun prend sa place pour l'harmonie du groupe en fonction de ses compétences et de ses points forts. Donc c'est un équilibre naturel qui se fait parce que le groupe s'appuie sur les compétences de chaque individu. Et il n'y a pas de notion de chef ou de dominant comme nous, on peut l'avoir les humains. Et ça me montre justement, en remonter le temps, à partir de quand ça a commencé à merder. C'est quand il y a eu des individus qui sont sortis de cet équilibre naturel d'un groupe,
qui s'appuient sur les champs de compétences de chacun et qui se sont extraits de ça pour se positionner en dominant et en supérieur, et justement en utilisant les fragilités de chacun. Donc c'est au moment où au niveau du développement social, il y a eu une séparation d'un individu qui s'est positionné au-dessus des autres. Donc ça veut dire que cet individu avait conscience de la façon dont il fonctionnait. Ouais, il a eu cette prise de conscience de son impact sur les autres. Ouais. Et est-ce que ça se fait pour lui de manière empirique, à force d'observation, ou cet être-là qui prend l'ascendant a quelque chose de plus? Les premiers, c'est empirique, mais là, sur lequel je vois, il y a un début d'impact énergétique sur l'autre. De vol d'énergie sur l'autre ou d'ascendant d'énergie sur l'autre, où il est dans cette conscience-là et de recherche de prendre l'énergie aux autres pour se l'amener à lui. Mmh. Alors que dans les consciences groupes, c'est une unité énergétique. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a une impulsion extérieure à cet être-là? J'ai un oui. De qui? De quoi? Je vois qu'il y a du dessus ou derrière, il y a une énergie qui vient aussi. Qui vient lui souffler un peu. Impulser, ouais. D'accord, ok. Ça marche. Mathieu, qu'est-ce que tu as, toi? Alors, je ne peux pas rebondir avec ce que disent les filles, parce que je suis parti vers... Quand tu m'as demandé, il faut remonter au plus loin. Et je suis arrivé sur quelqu'un avec qui j'ai commencé à prendre des informations, qui visiblement a été un, entre guillemets, traducteur des certains disciples de Jésus à l'époque. Et il m'expliquait que c'était très intéressant parce qu'ils sont suffisamment malins, certaines personnes, pour modifier la réalité un tout petit peu. Mais pas de beaucoup, en fait. Et c'est là où ils sont très malins, c'est que... Alors, il m'explique que dans ce que lui a traduit, alors lui, il se situe, il est inconnu, hein, mais en bas de la Turquie, ouais. Et apparemment, il a rencontré ce qu'on appellerait des disciples, mais des apôtres, et qui ont donné le message et qui avaient l'envie justement de le traduire en plusieurs langues pour voilà, lancer le message. Porter la bonne parole. Voilà, ouais. Et en fait, lui, il a essayé de faire ça au mieux. Et il me dit que certaines choses ont été gardées telles quelles. Après, dans ce que nous, on en a aujourd'hui, par exemple, tu sais, aimez-vous les uns les autres. C'est comme si ça pouvait pas être modifié, mais par contre, il y a un côté très patriarcal qui n'existait pas et qui n'est pas de son fait. Et que lui, c'est comme s'il avait, après coup, une fois qu'il était plus là, mais quand même observé en fait l'évolution de ce qu'il avait transmis ou aidé à transmettre. Et qu'il trouve ça très... Bon, il n'aime pas parce que bon, il est quelqu'un d'assez lumineux, mais en même temps, il voit que c'est très intelligent dans la manière, tu sais, de déformer un peu la réalité. Et à chaque fois, on revient à ce que je voyais avec les tableaux, c'est-à-dire qu'on la transforme un tout petit peu pour que, tu sais, même quand nous, on est des fois obligé de simplifier ce que l'on ressent ou ce que l'on voit, et c'est comme si après, des énergies s'engouffraient dans justement cette petite brèche de la compréhension pour l'augmenter et complètement éloigner le propos de la personne. Donc des êtres lumineux, par exemple, deviennent des anges, d'autres des archanges, et puis après on crée justement une hiérarchie avec des gentils, et puis après peut-être des méchants, et ainsi de suite, et sans capter la complexité du sujet, mais surtout l'expérience. Tu sais, on en enlève complètement le fait de nous être acteurs, pour en fait être juste dans ce qu'il faut en comprendre. Du coup, c'est comme si le texte à l'origine était plutôt dans ce que quelqu'un a réussi à faire, tu peux le faire toi aussi. Maintenant tu deviens spectateur et il faut que tu comprennes ce qu'il faut faire, en gros. Et c'est marrant parce que je sens beaucoup de... Comment appeler ça? Parce qu'il
il trouve ça vraiment intelligent, en fait, la manière de détourner les choses. Mhm. C'est Oui, un parce peu que, particulier, parce que... mais non, mais parce que j'imagine qu'au départ, tout est expérience. Finalement, c'est la vie qui s'expérimente, tu vois, à aller, comment dire, à quelque chose qui n'est pas perverti. Hop, puis on essaye un degré de perversion pour voir ce que ça donne. Enfin, perversion, tu vois, dans l'image, dans le texte, pour voir comment la vie se déploie et elle évolue. Donc, j'imagine qu'au Ouais, parce départ, qu'il il y a pas tellement il de... se sent un peu responsable aussi, parce qu'il voit bien que lui, Ah bah oui, si l'effet tu veux, tu as les papillon, je te dis disciples pas. qui se présentent, qui lui expliquent quelque chose, lui le retranscrit dans une autre langue, donc tu as déjà beaucoup de Et pertes. oui, de filtre. Et après, ce texte a comme été remodifié derrière par d'autres personnes. Mhm. Et en fait, à force, voilà, il y a beaucoup de pertes. Et là, il me montre, quand tu fais l'expérience toi-même, tu manques de mots pour expliquer justement ton expérience qui... Si tu ressens, c'est tout, il y a plus de mots après derrière, même pas besoin de l'expliquer. Et quelqu'un qui ferait par exemple une expérience de mort imminente serait là en train d'expliquer ce qui s'est passé derrière, alors que c'était d'une richesse incroyable, et les mots derrière peuvent être assez pauvres pour expliquer ce qu'il a ressenti. Et du coup, une personne qui l'entend pourrait juste se dire, bon, voilà, c'est l'effet des médicaments dans un état de stress, bon, voilà, ça doit être ça, hein. Alors que la personne, elle sait. Et voilà, il analyse tout ça, c'est assez studieux, sa façon de voir, parce qu'il n'y a pas d'amertume sur les personnes qui l'ont détourné, en fait, à la fin. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit oui, parce que si on regarde vraiment les textes, on se rend compte que Jésus était anti-religieux, et à la fin, ça en a créé une religion. Donc juste ça, par exemple, ça devrait mettre hérisser les personnes qui lisent justement ces textes-là. Mhm. Et je rebondis sur ce qu'on a, l'enquête sur la peur qu'on a faite juste avant, où Julie justement avait perçu que le début enfin, le petit grain de sable, c'était justement quand le langage est apparu et quand il y a eu la retranscription de certains événements de personnes qui l'ont vécu, qui racontaient ça dans la tribu et que finalement, bah, ça créait, ça développait une sorte d'imaginaire et déjà, on était dans la déconnexion au réel puisque Moi, je vois effectivement, ça tourne uniquement autour du langage et le fait de Mhm, ne pas avoir la télépathie. Parce que mhm, apparemment, avec la télépathie, pas celle que l'on fait en ce moment, parce que c'est encore mhm, plus profond, mais mhm, tu peux passer pas juste un langage, pas juste une idée, mais même les émotions liées à une expérience, mais même l'expérience elle-même. Ce qui fait que si tu as vu quelque chose qui t'a traumatisé, par exemple, tu peux transmettre carrément tout ce que tu as vu, tout ce que tu as ressenti, tout, et donc la personne te comprend parfaitement parce que c'est comme si elle était avec toi au moment même. Et si tu as fait une expérience particulière, vu un être arriver de nulle part, bah, tout de suite tu peux transmettre et il n'y a pas d'incompréhension du coup. Mm. Ok, super. Du coup, moi, j'aimerais qu'on revienne, si ça a du sens pour ce sujet-là, vous me direz, sur le corps mental et le pont qu'on peut faire avec l'ingénierie sociale. Alors déjà, est-ce que ça a du sens de voir que les deux sont liés? Pour moi, ça a du sens, mais Mhm, je me suis reprojetée là, dans le moment présent, pour regarder un petit peu l'impact de l'ingénierie sociale sur les populations. mhm, Et on montre que les personnes qui sont complètement impactées par cette ingénierie sociale, c'est comme si elles avaient leur corps mental qui était complètement rigidifié. Alors, on me le montre même recouvert d'une substance noire mhm. et qu'ils étaient complètement guidés par ce corps, quoi. C'est, hein, pas dire zombie, c'est un peu fort, mais je les vois un peu comme les autotamponneuses comme ça, qui se déplacent connectés à autre chose que leur propre lumière. Donc là, c'est vraiment le cas extrême, hein, de la personne qui est complètement prise dans cette ingénierie sociale.
Ok. et donc qui n'est plus en mesure de son libre arbitre, en fait, parce qu'elle a plus les capacités de percevoir les choses par elle-même. Est-ce que, du coup, on a compris que finalement, la faille, entre guillemets, ou là où se branche tout ça, c'est à travers le corps mental. Est-ce que ça impacte les autres corps? Non, on Alors, me dit, je vas-y. vais préciser, c'est corps mental, mais pas que en fait. Hein. Oui, c'est Mhm. ça, pas que. Pas que le corps mental, parce que là, le corps mental fort, mais en fait, comme tu as décrit tout à l'heure, la pyramide de Maslow, et en fait, l'ingénierie sociale peut venir aussi s'impacter en fonction du fonctionnement de chacun, ou bien attaquer sur différents besoins et les différentes failles possibles par rapport aux besoins primaires de l'humain. Ok, donc ça a un impact. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je vois que le corps mental, il agit comme si tu avais un tableau noir, tu sais, dans les écoles, où tu vas dessiner à la craie, en fait, ce que tu comprends des choses. Donc c'est comme si des informations venaient à toi et que du coup, tu les redessinais, réécrivais justement sur ce tableau. Ce qui fait que ça crée un passé, un futur. Et en fait, le problème n'est pas tant ce corps mental-là, mais le fait de ne pas être dans ce présent et dans cette intuition, en fait, de comprendre les choses. Tu veux dire en fait que finalement le corps mental, c'est celui qui fausse un peu le réel, puisqu'il est plus à traduire sa propre perception du réel plutôt que laisser la place à d'autres corps pour vivre Ouais, le présent, le réel, c'est ça en fait? Être c'est dans plutôt bien la, expliqué, ouais. ok, être dans la sensation, dans le ressenti, plutôt que dans l'élaboration de ce qu'on perçoit. Il vient C'est ça. tout comme calculer ou mettre justement. Et donc, si par exemple tu manques de quelque chose ou tu prévois de manquer, donc tu es là en train d'anticiper. Et c'est ce corps-là qui a les informations dessus, en fait. Ça fait Alors, vraiment un tableau noir, tu sais, où t'as tout. qu'est-ce qui fait qu'il prend le lead? Pourquoi il prend le lead? Qui décide qu'il prend le lead? Je vois que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, en fait. C'est sur des générations où le mental a été privilégié sur les autres capacités. Alors, comment? Il n'y a pas une seule réponse. Ouais. Moi, je suis là dans un système d'éducation. Voilà. Vraiment l'éducation scolaire, hein, pas l'éducation globale. Donc, j'ai tout le système éducatif qui, dès l'enfance, dans certaines écoles, focalise sur le fonctionnement mental et dirige les enfants vers ce fonctionnement-là plutôt que le développement de l'intuition et des autres capacités. Mélanie? Ouais, moi, je vois, alors c'est pareil, hein, c'est pas instantané, ça s'est fait et il a été alimenté. Et par exemple, là, c'était sur une structure familiale et c'était sur une famille avec. Alors, j'avais soit par exemple très portée très catholique, par exemple, qui est du coup avec une structure très rigide, ou alors des lignées d'enfants militaires. Enfin, en fait, ou même toi de médecins, comme si il y avait des lignées d'organismes où c'était très structuré, et ce qui fait que dès la naissance, ce corps mental était alimenté et était déjà imprégné de cette structure. Okay. Et comment elle est imprégnée? Comment le corps mental est imprégné? Mathieu, tu disais c'est différent pour chacun? Après, j'avais effectivement l'éducation, mais au sens très large du terme, donc plus que l'école. Et après, ça me parle effectivement. Tu sais, on met souvent en avant le quotient intellectuel des gens, sans prendre en compte le quotient émotionnel. Et certaines personnes arrivent très bien à gérer ce côté émotionnel, quotient émotionnel, ce qui fait que si par exemple tu es très intelligent intrinsèquement, peut-être tu n'arrives pas à bien délivrer les choses parce que tu as des carences au niveau justement émotionnellement, enfin tu n'arrives pas à t'adapter, à se mettre à la place des gens et comment ils vont recevoir une information que tu vas leur donner. Et c'est vrai que ce côté un peu intuitif des choses, ouais, il manque.
manquant. Mais je vois toujours cette déconnexion, en fait. Mhm. À chaque fois, ça me montre cette déconnexion avec d'autres plans, qui est la raison de tout le sujet. C'est vraiment cette déconnexion. Alors justement, tu vois, est-ce que le corps mental, c'est pas finalement le monde complètement virtuel dans lequel nous vivons, qui est C'est fait, de croyances, de projections, et qui n'a finalement rien à voir avec le réel, Oui, c'est ça. et que l'extérieur alimente, nous le validons. Mm. C'est ça. Et du coup, Oui, c'est ça, c'est ouais. peut-être aussi, ouais, c'est ça. Et c'est peut-être aussi, c'est C'est pour comme ça que si tu tu vois avais cette des déconnexion. lunettes avec des informations dessus qui vont s'appliquer à chaque moment de ta vie et partout. Et c'est marrant parce que je me demande si dans un futur moyennement proche, si jamais il y avait une évolution sur un autre plan, eh ben on conservait ce corps-là. Parce que j'ai l'impression que c'est très lié justement avec cette densité très forte là où on est. Alors, Mais pas du tout génial. lié à quelque chose d'artificiel non plus. C'est pas lié Mhm. à une matrice artificielle, c'est encore autre chose. C'est Mais ça a l'air parfait. d'être Eh très ben, lié. Ouais. est-ce que tu peux regarder ça, justement? C'était ma prochaine question. Ça me dit oui, hein. Ça me dit que tu Mhm. perds ce corps-là. Tu perds ce corps-là, mais du coup, le fait que on soit vraiment complet, qu'on voit la vie, qu'on perçoive la vie, et même qu'on ressente la vie à travers le corps mental, c'est vraiment propre à cette Mais attends, densité-là? Mhm. je regardais justement, là c'est intéressant parce que je vois juste un défunt, quelqu'un qui est décédé et qui retient ce corps-là. C'est comme si quand tu décèdes, eh ben, c'est un corps que tu abandonnes, que tu laisses derrière toi, avec ton corps physique. Et je vois quelqu'un qui le retient. Oh bah oui, il a Mais il ne raison, peut c'est pas tellement monter chouette. sur un autre plan s'il l'a. Il l'a toujours. Ce qui fait Mhm. que, alors on peut appeler ça des fausses croyances, mais si tu te retiens une croyance limitante auquel tu es tellement attaché que tu ne veux pas lâcher ce corps, ça peut être par exemple une personne qui, là je vois, qui ne veut pas vendre sa maison. Alors Sa c'est pas lui qui maison. la vend, mais c'est sa maison quoi. Mhm. Et c'est tellement ancré en lui que Mhm. ça fait comme une espèce de peau, tu sais, qui est partie un petit peu, mais pas complètement, Mhm. et qui le retient. Ça fait un point mort du coup. Et ça le retient tel un vêtement qui le retiendrait au fond de l'eau. Et donc j'imagine que j'ai l'impression que s'il y avait une évolution vers un autre plan, il faut lâcher ce corps-là. Est-ce que justement ce corps mental ne peut exister que dans une dimension dense, ou très dense dans laquelle on est? Une densité, une dimension, peu importe comment on l'appelle. Parce que justement, il permet d'y mettre toutes les croyances, toute l'illusion en fait. Voilà. Ça existe en 4D, partiellement au-dessus. Mhm. Est-ce que ce corps mental, finalement, nous permet d'expérimenter la 3D, ou c'est définitivement un empêcheur de tourner en rond, un objet de manipulation pur? Oui, il y a des deux peut-être. Moi, C'est- je sens que c'est une utilité en 3D, hein. Mhm. Ouais. Tous les corps ont une utilité. Après, c'est leur évolution et aussi ce qu'on on a vu dans un premier temps, le fait qu'on puisse, l'extérieur puisse avoir un impact direct dessus. Ok. Moi, j'essaie une aide pour gérer la notion de temps. Pour gérer la notion de temps. Notion de temps, parce on parlait tout à l'heure de l'histoire Tu en veux... fait et du futur. Mm. Et le corps mental permet quelque part de filtrer, même si du coup, ben, comme décrivait Mathieu, ça distance la réalité, mais la capacité à recevoir toute l'information est très compliquée. Donc il aide quand même à structurer pour être dans l'instant et gérer le passé et le futur. Qui est tout aussi illusoire que le reste. Alors ça me montre que ce sujet-là est exactement lié avec le fait de pourquoi il ne se manifeste pas certains êtres galactiques à nous.
Ah, Et ça me montre que si il te donnait une preuve tangible que tu n'es pas fou, il t'enlève toute la qualité de l'expérience sur Terre. Et du coup, c'est lié avec ce corps mental. d'accord. Alors, C'est, ça c'est- aussi. Hmm. Vas-y, vas-y. En fait, nous, enfin, je pense qu'on est beaucoup à vouloir, mais vas-y, montrez-vous à moi, j'ai envie de. Mais en fait, il pourrait, mais en même temps, c'est comme si tu serais déçu après coup de le découvrir ou d'avoir une preuve tellement tangible, parce que c'est justement toute la magie de cette expérience sur Terre que d'être dans cette entre-deux là et de le sentir, de le palper sans le voir. Et Mais de leur point de vue, c'est très beau. C'est un truc magnifique. Parce que nous, on le voit, genre, oh là là, c'est encombrant. Mais de leur point de vue, c'est quelque chose de magnifique, quoi. L'expérience sur Terre, en fait, ça me montre vraiment cette notion de temps. Et ça me prend l'exemple de quand l'agriculture est arrivée, cette notion de temps, c'est vraiment imprégné parce qu'on a un cycle de vie d'une graine, d'une plante et tout. Et à partir de ce moment-là, pour pouvoir cultiver, il fallait que l'homme possède un corps mental qui lui permette de faire déjà une analyse du système de culture et de se faire une projection de je dois le faire à tel moment, je dois garder des graines. Et donc, c'est un début de l'utilité du corps mental. Et ça fait partie de l'expérience de l'être humain. alors, est-ce qu'on peut dire que par ce corps mental qui avait toute son utilité dans la compréhension, la perception, le ressenti de cette densité-là, il y a une partie où, en tout cas, il a permis une sorte de branchement de la matrice artificielle et finalement d'une manipulation de masse, d'une hypnose collective et puis après tout ce qu'on connaît. Est-ce que c'est par lui que... Non, Non. c'est pas directement, en fait. Mm-hmm. Ça me parle de... je sais pas comment utiliser un autre mot, mais d'un côté paresseux de nous tous, qui préférons recevoir l'information, voilà, boum, voilà, plutôt que d'en faire l'expérience. Et tu sais, même entre nous, on dit souvent, voilà, bon, on fait des enquêtes, des vidéos, mais on conseille tout le temps aux gens de faire l'expérience eux-mêmes à la fin. La finalité, c'est ça, c'est de faire l'expérience. Parce qu'une fois que tu fais l'expérience, tu sais. Tu n'as plus besoin même d'écouter 36 vidéos. C'est de faire cette expérience. Et ça montre ça. Et que c'est ça la magie, en fait, dans... Oui. Vas-y, pose-la. Ça m'a coupé. Donc la magie, elle est là. Elle est dans le fait que le corps mental te pousse à expérimenter toi-même. Non, alors je rejoins en fait ce côté survie en fait. Le corps mental est nécessaire pour la survie des humains. S'il n'y avait pas, on se laisserait mourir, Oui. Ce serait pas important Okay. en fait. Mais après, c'est ça aussi qui fait la beauté de l'expérience, c'est que du coup, il y a un côté très terre à terre qui nous éloigne de ce que l'on connaît déjà. Et du coup, on doit faire un effort pour, on dit souvent, taire le mental et écouter son intuition. Et mais quand je te dis que des êtres plus hauts trouvent ça d'une beauté, mais vraiment incroyable. Pour eux, c'est de la poésie. C'est trouver quelque chose de magnifique dans un texte poétique, par exemple, et le trouver fabuleux, alors que techniquement, ce ne sont que des mots alignés les unes après. Enfin, c'est qu'une idée. Et pour eux, c'est vraiment l'expérience ultime, justement, c'est d'être dans ce corps-là et de le transcender. Arriver justement à l'amener où tu te rappeler à toi-même. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment transcender le corps mental. Ouais. Bah, moi, je rebondissais sur la notion de posture de ce que disait Mathieu, c'est posture de consommation. Et on en revient au moment où on a extériorisé la responsabilité et que certains se sont mis au-dessus et que finalement on a perdu
accordé notre volonté à d'autres. Et là, il y a une relation différente qui se met en place. Et du coup, cette notion de consommateur, au sens très large, et enlève du chemin d'expérience. Tu sais, dans le pouvoir qu'on donne aux autres, oui. pour savoir. Par exemple, tu vas aller voir le prêtre parce que ton enfant est malade, ou en tout cas à l'époque, et vas-y, peu importe, vas-y, aide-moi, j'accepte tout si tu veux, et on enlève son pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup de mal à transcender ce corps mental et finalement à pouvoir accéder à quelque chose qui coexiste avec ce monde illusoire-là qu'on perçoit, c'est-à-dire notre intuition, notre capacité aussi justement à transcender. Qu'est-ce qui fait? Alors toi, tu disais la paresse, mais ça peut pas être que ça serait trop triste. Alors ça me dit directement, ce corps-là, en fait, c'est parce qu'il a raison, ce corps-là. C'est comme si ce corps-là était parfaitement calé sur la fréquence, la densité terrestre, et finalement, de tous les corps, lorsqu'il s'exprime, il a raison. Et si tu veux, il a raison d'avoir peur parce qu'il y a du danger, il a raison d'être dans le manque parce qu'il peut manquer, il a raison d'être... c'est comme si la réalité ou l'expérience sur Terre... Lui donnait raison. Ouais, lui donne toujours raison. Lui donne toujours raison. Et par exemple, souvent, tu sais, il y a même des personnes qui vont sur scène pour dire qu'il ne faut pas être trop gentil, qu'il faut... Bah, même ça, en fait, c'est comme si au bout d'un moment, ça leur donne raison aussi. Il ne faut pas se faire marcher sur les pieds, il faut pas... Mais il y a une partie de toi qui est peut-être plus haute, qui aspire à plus de gentillesse, d'entraide, mais en même temps, la réalité, des fois, va te donner tort. Et c'est marrant que tu parles de raison, parce que justement, le corps mental qui est censé analyser, tirer des conclusions et finalement avoir une espèce d'expertise assez froide, finalement ne fait que basculer que dans l'émotionnel. Et finalement, nous ne sommes pas des êtres de raison, mais des êtres qui sont complètement émotionnels, et c'est ce qui fait qu'on n'accède jamais à cet état de raisonnable qui permet d'observer la réalité telle qu'elle est. Oui, c'est ça. D'où la magie, d'arriver à le mettre de côté, et que même si techniquement il a raison, sur un autre plan, il a complètement tort. On me montre le fait de travailler à connecter son corps mental à son intuition. Et on me montre un artiste qui est en train de peindre. Bon, il peint par terre une grande toile. Et on me fait ressentir donc son intuition, son inspiration qui arrive. Et en même temps, son corps mental qui est là pour... parce qu'il a en mémoire, ce corps mental, des couleurs, de la texture, de l'association, de toute l'expérience qu'il a eue pour pouvoir avoir la technique pour créer ce que son intuition lui transmet au niveau de l'énergie. Et le fait de se mettre dans une démarche de créativité et d'associer son corps mental avec son intuition et son énergie permet de faire monter en fréquence le corps mental. Qu'est-ce qui fait, parce qu'on l'entend très 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 souvent, et même nous, justement, quand le mental, on dit souvent que le mental prend le dessus, parasite, voilà, c'est quand il est déconnecté des autres. Comment on arrive à se sortir, entre guillemets, de cette ingénierie mentale collective qui est quand même assez forte, assez insidieuse, qui appuie sur des choses très instinctives comme les peurs, comme l'attachement, on l'a vu dans la première enquête. Comment on arrive à s'extraire de ça finalement, à cette hypnose collective et à cette... parce que dans l'ingénierie sociale, il y a aussi la fabrique du consentement qui est quelque chose vraiment de tellement simple. On comprend tous, quoi. De les mettre tous en relation, en fait, et que le corps mental soit mis en conscience, en lumière,
de comprendre son fonctionnement et tout ce qu'on a décrit avant. Et à partir du moment où c'est plus un ennemi, ça devient plus une faille. Et en fait, il communique avec tous les autres corps et tout le champ énergétique. C'est tant qu'il est extériorisé et qu'il guide le reste, et s'il n'est pas à sa juste place, que c'est embêtant, mais s'il rentre dans la danse et qu'il est accueilli, il joue son rôle. Donc tu veux dire quand on regarde nos peurs en face, c'est-à-dire oui, tu as peur, pourquoi tu as peur, et qu'on regarde tout ça en fait, qu'on regarde comment il fonctionne. Moi, la difficulté, en fait, c'est le déclic. Parce que tant qu'une personne sera dans la situation d'être soumise à l'ingénierie sociale, ça sera qu'un déclic qui viendra d'elle-même, donc soit d'une de ses parties supérieures ou d'un événement extérieur. Mais tant qu'elle n'a pas conscience de l'existence de ces mécanismes, elle ne pourra pas en sortir vu qu'elle ne sait pas qu'elle est dedans. En fait, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est l'étude vraiment de la compréhension de ce qui existe, de ces méthodes, de l'extorsion de consentement. Et c'est le fait de se réinformer sur toutes ces techniques de manipulation qui permettent de faire un peu un bilan, de mettre les choses à plat et de se dire d'accord, il y a ça qui existe. Et dans un deuxième temps, la partie libération peut se faire, mais une fois que le projecteur a été mis sur ce phénomène. Ok. Mathieu. Là, on est en plein dedans avec ce qui se passe sur Terre, justement, cette ingénierie sociale. Ça m'explique qu'ils n'ont plus que ça, en fait, ceux qui sont limitants. Ils n'ont plus les énergies ou les ressources qu'ils avaient avant pour mettre leur scénario en place. Et la seule chose qui leur reste, c'est justement, ça fonctionne un peu comme un grand projecteur où ils peuvent mettre l'attention justement sur ça. Et ils attendent que les gens rentrent dedans et envoient leur énergie pour créer, par exemple, une troisième guerre mondiale, par exemple. Ou en disant va y avoir une guerre, va y avoir une guerre, va y avoir une guerre, les gens puissent il va y avoir, et puis après ça fait de la mousse comme ça énergétiquement, et pour que ça devienne dense et créer vraiment quelque chose. Ça crée du coup un égrégore qui se crée à un endroit géographique et qui va mettre une tension chez les gens qui s'y trouvent pour justement aller vers cette guerre. Mais ça prend de moins en moins. Et c'est ça qui est tout leur malheur. Et finalement, cette ingénierie sociale là, elle nous sert dans notre évolution, puisque on vient de voir que finalement le but de l'expérience, c'était de transcender ce corps mental. Donc finalement, ils servent parfaitement notre souhait, en tout cas ce pourquoi nous sommes là pour la plupart, j'imagine. Et ce qui s'est passé dans les dernières années là éprouve justement ce corps mental pour lui montrer peut-être la faiblesse de celui-ci, et que il avait peut-être raison, par exemple, pendant la pandémie sur certaines choses, mais maintenant, avec le recul, on se dit, non. Enfin, ceux qui, en tout cas, ont un mouvement de recul, en se disant, est-ce que ça qu'on nous a demandé, c'était nécessaire? Est-ce que ça, c'était nécessaire? Alors que maintenant, tout le monde en rigole de cette pandémie. Alors, justement, ça sera ma dernière question, Mathieu. Tout le monde en rigole, mais pas forcément tout le monde, justement. Pourquoi il y a une partie des êtres humains qui... Je l'ai direct, c'est d'accepter d'avoir tort. Je sais pas c'était quoi ta question. Mais... En fait, ça me montre parce que ça demande aussi un détachement. Le fait de se détacher, c'est d'accepter que cette superposition de réalité avec ce corps est erronée. Il faut l'accepter. Et si quelqu'un, par exemple, justement, se rend compte qu'une croyance lui est limitante, il s'en détache parce qu'il vient de s'en rendre compte. Et la prise de conscience crée le détachement. Mais encore faut-il accepter ce mouvement de détachement et se remettre en question en disant peut-être j'ai eu tort, justement.
Et par exemple, si quelqu'un était pro ceci, pro cela, et vraiment était, tu vois, harnaché, tu vois, ce concept, et que finalement le temps lui donne tort, est-ce qu'il va avoir ce mouvement de recul pour se dire, bon, finalement, oui, je me suis trompé, et, ou en tout cas, ça n'a plus lieu d'être maintenant. Mais certains vont vraiment aller bec et ongle dans une direction qui est soit lumineuse ou limitante, et les deux valent. Parce qu'il y a des croyances aussi que l'on croit lumineuses qui sont enfermantes, en fait. Qu'est-ce qui fait pour eux que le détachement ou avoir tort, ou en tout cas, on va dire prendre du recul, fait que c'est insupportable? Tu vois. J'arrive pas à le comprendre. Est-ce que tu veux prendre un exemple de quelqu'un qui vraiment... Ça cristallise dans leur corps. C'est comme s'il y avait un point de... Tu sais, Perte d'identité, ouais. Il y a un moment, les deux corps se collent. Mais se cristallise, tu sais, comme quand tu mets ta langue sur quelque chose de froid et que tu as ta langue qui se reste coincée, ça fait ça en fait. Et géométriquement, ça fait un peu comme des... Ce que je vois, c'est un peu comme justement des cristaux de glace, tu sais. Ça fait ça, je sais pas. Ok, donc ça fige. C'est comme si leur monde s'écroulait en fait, s'ils ne pouvaient pas se détacher de cette croyance. C'est ça, c'est ça. Okay. Et j'imagine que c'est ok pour eux. C'est une volonté d'expérimenter ça. C'est l'occasion, hein, toute rêvée justement, d'expérimenter. Ça va être au cas par cas, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, très bien. Bah, merci, c'est super. Est-ce que vous avez une dernière info concernant le thème ou Non, ça me dit que c'est bien d'avoir tort et de se tromper. Le problème, c'est de ne pas bouger, en fait. Parce que là, je vois effectivement, même dans nous tous, dans le raisonnement, on a des fois des mouvements, justement, où on se dit, eh ben, tiens, j'ai une croyance, et puis en fait, je sors de cette croyance, et puis j'en ai après une autre, et à force de faire ce mouvement, en fait, on trouve un équilibre. Et que c'est pas une mauvaise chose de justement se tromper. Ouais, c'est plutôt ce mouvement, en fait, qui est intéressant. Parce que si on a une croix, par exemple, que les extraterrestres vont venir nous aider, et puis après, 2 mois après, on se dit, bah non, en fait, peut-être c'est un piège. Et puis, je donne cet exemple au hasard. Et puis, en fait, il n'y en a pas. Mais en fait, c'est comme si le compas, tu sais, bougeait, et essayer de trouver le nord, même s'il ne le trouve pas. Moi, ça me remonte l'image que Mathieu a parlé de l'ingénierie sociale et le cycle qui se met entre les égrégores créés. Et ça met vraiment le doigt sur ce mécanisme où on dit de prendre conscience que nos propres peurs par rapport à une pénurie, par rapport à une guerre, alimentent cette ingénierie sociale. Donc, ça veut dire qu'on peut arrêter d'alimenter l'ingénierie sociale en se déconnectant en fait de immédiatement dès qu'on voit une peur générée par les médias, de se déconnecter de cette peur et de rester centré pour pas l'alimenter. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas dans le monde matériel anticiper d'éventuelles choses, mais les anticiper de façon pragmatique, sans générer de peur. Par exemple, faire une petite réserve alimentaire, ça peut être juste, mais ne serait-ce que parce que des coupures de courant suite à une tempête, ça arrive régulièrement. Mais on fait ça de façon pragmatique, sans être dans une peur d'une catastrophe qui va arriver. Mélanie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, c'était la mise en lumière et en conscience des schémas de fonctionnement qui permet de s'en libérer. Et ce qui est important, c'est le mouvement, l'accepter de se tromper et vraiment d'être toujours en mouvement, en fait, et en éveil. Ça marche. Merci beaucoup pour toutes ces super infos. Ça faisait un moment que je voulais faire ce sujet, c'est cool.